bonjour à toutes, plus Sylvain. Ça, c'est de l'écriture inclusive à l'oral, c'était très habile. Bonjour à toutes et Sylvain. Et donc, merci d'être venue à cette rencontre avec Louise May, et merci à Louise d'être venue jusqu'à Argenteuil. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Et puis, cet entretien, moi je pose des questions, et surtout, dès que vous avez une question à poser, vous n'hésitez pas à lever la main, comme à l'école. Et on vous laisse poser des questions. Alors, Louise May, j'aimerais bien d'abord que peut-être vous présentiez un petit peu, votre œuvre. Mon œuvre, en toute simplicité. En toute simplicité. Bonjour, je m'appelle Louise May, j'ai 39 ans, j'habite en région parisienne et je ne me suis pas perdue pour venir, ce qui m'en fait une fierté sans nom. Merci pour les indications très claires. Je suis autrice, j'écris pour les adultes majoritairement des polars extrêmement déprimants et des romans noirs qui, de manière globale, traitent, on va dire, des violences systémiques faites aux femmes et de manière plus large de la manière dont notre société traite ou pas les violences systémiques, les violences de genre. On passe sur le ou pas. Et j'écris aussi pour les enfants des choses un chouïa moins déprimantes, et c'est heureux car ils sont le futur de l'avenir du sourire, et je pense que c'est mieux de ne pas trop les déprimer quand même tout de suite. Voilà, donc je suppose que vous m'invitez principalement pour La Deuxième Femme, qui est mon dernier roman adulte qui est paru au Masque en 2020, un petit peu avant le confinement, donc il a eu chaud aux fesses celui-là, mais il était sorti, il était disponible. Et puis avant, j'ai fait un thriller qui s'appelle Embrun et 2 tomes d'une série qui mettent en lumière deux équipiers, 2 policiers dans une brigade qui n'existait pas en France et dont le fonctionnement, on va être très honnête, est complètement farfelu par rapport à la réalité. Il y a vraiment ces 2 livres qui ne sont pas du tout fidèles à la réalité et au fonctionnement de la police. La seule chose qui est exacte dans ces 2 livres, donc Les Ravagés et Les Heures Invisibles, c'est toutes les statistiques que j'ai utilisées pour illustrer mon propos et la manière dont le viol, les violences sexuelles, mais plus majoritairement la manière dont les femmes sont reçues quand elles portent plainte pour des violences au global, la manière dont la parole des femmes est silenciée. C'est un néologisme qu'on va me pardonner, j'espère. Et puis c'est cette espèce d'iceberg en fait qu'on connaît, c'est-à-dire avec tout en haut ce qui dépasse, c'est ce qu'on arrive à identifier très spontanément comme étant des violences de genre, c'est-à-dire tout ce qui va être du domaine du viol et des agressions sexuelles. Mais en fait, plus on descend dans cet iceberg, plus on accède à une partie immergée, plus il y a, c'est ce que des féministes qui ne sont pas moi, parce que moi j'arrive très très loin derrière tout ça et je récupère des concepts qui ont été très très bien pensés par d'autres. Mais on parle d'un continuum de violence. Et typiquement, tout ce qui va être du ressort de l'insulte sexiste, par exemple, ou de la manière dont le porno traditionnel fonctionne beaucoup sur des dynamiques d'humiliation des femmes, et le fait qu'il y ait quand même toute une génération qui a un accès extrêmement facile au porno et qu'on n'accompagne pas du tout avec ce sujet-là, par exemple. Voilà, tout ça, ça participe d'un continuum de violence, et ça, c'est plutôt la partie immergée de l'iceberg. Donc voilà, donc selon l'humeur, selon l'énergie et selon les histoires qui me viennent en tête, parce que mon but c'est d'abord de raconter des histoires, je pioche dans cet iceberg vraiment très sympa, c'est à chaque fois des sujets légers, bien-être, je suis bien-être, voilà c'est ça, c'est ma ligne éditoriale. Voilà, c'était une présentation extrêmement longue, mais j'espère que c'était complet. Non, c'était très bien, très synthétique. Je dirais synthétique, ça on me le dit rarement, mais ça me touche beaucoup. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire Petite tarte à la crème? Oui, mais je comprends. Mais on est entre on a besoin de vous comprendre, on a besoin de vous connaître. Et bien en fait, c'est pas pour le coup, c'est une réponse très très tarte à la crème, c'est qu'en fait j'ai toujours écrit, j'ai toujours inventé des histoires, et donc il n'y a pas de moment où j'ai rien inventé. Et donc ce serait plutôt de ne pas écrire qui me paraîtrait bizarre. Je pense très honnêtement que tous les enfants font ça.
Après, il faut avoir la chance d'être dans une famille qui l'encourage. Moi, j'ai eu énormément de bol avec ça, et ma famille m'a toujours beaucoup encouragée. On avait accès à énormément de livres. Tous les livres qu'on n'avait pas à la maison, en plus, on était inscrits à la bibliothèque. En plus, on avait 3 enfants, donc on avait le droit d'emprunter la moitié des rayons. Donc ça, c'était très chouette. Et puis, voilà, je fais partie des gens auxquels on n'a jamais dit mais laisse tomber tes petites histoires, ça sert à rien. Au contraire, on m'a très encouragée. Mais tout comme des illustrateurs et des illustratrices vont vous dire qu'en fait tous les enfants dessinent et puis qu'à un moment donné ils arrêtent de dessiner parce qu'on leur dit de faire autre chose, ou parce que par rapport au voisin ou à la voisine ils se trouvent trop nuls, ou parce qu'ils n'ont plus le temps, ou parce que ils doivent s'occuper de leurs frères et sœurs, j'en sais rien. Il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'en fait, on arrête de dessiner, parce qu'en fait, c'est la vie, c'est grandir, c'est plein de choses. Mais je pense que tout le monde le fait. Si vous attendez un rendez-vous et que vous imaginez la manière dont ça peut se passer, puis après vous imaginez une deuxième manière dont ça peut se passer, vous êtes déjà en train d'inventer des histoires, en fait. Et voilà. Mais moi, j'ai eu la chance de pouvoir cultiver ça toute ma vie. Donc j'ai toujours écrit, j'ai écrit des journaux intimes, j'ai écrit des textes qui m'ont été acceptés nulle part. J'ai écrit énormément de choses que je ne dévoilerai jamais, même sous la torture. Et puis à un moment donné, je me suis sentie assez sûre de moi pour terminer une histoire vraiment de A à Z et la proposer à des maisons d'édition. Donc ça, c'était Les Ravagés. Donc Les Ravagés, j'ai commencé à l'écrire à Noël 2010, enfin tout fin d'année 2010, tout début 2011. Et il a été accepté ensuite, il est paru chez Fleuve Noir en 2016. Et après, ça a plutôt enchaîné parce que comme justement moi j'avais pas mal de projets que j'avais gardés un peu sous le coude, telle une poule pondeuse extrêmement motivée, prolixe. Voilà. Donc j'en ai pas 12 milliards non plus, on va pas continuer à publier une dizaine de romans après ma mort, mais voilà, ça continue à fonctionner entre guillemets, donc je suis très contente, et tant que ça dure, je suis très contente. Après, si ça t'arrête, je suis très contente aussi parce que ça aurait été chouette, mais pour l'instant, ça ne s'arrête pas. Et donc, c'est votre métier, vous en vivez? Moi, j'écris pour vivre. Après, j'écris pas forcément des choses toutes créatives. Mais les auteurs et les autrices qui vivent de leur plume en France, c'est très rare. C'est très rare. En 2000, j'avais posé la question, on m'a dit, il y en a 10, dont la moitié vivaient dans des paradis fiscaux, bien sûr. Mais de mémoire... alors, en jeunesse, c'est un petit peu moins... Alors, d'ailleurs, je viens de faire une erreur assez gravissime pour moi, c'est que j'ai exclu les auteurs et les autrices jeunesse de ce calcul-là. En jeunesse, il y a des représentants, donc la SGDL, la Charte des auteurs, ça, qui font un gros travail pour que les manifestations des auteurs et des autrices jeunesse soient rémunérées. Et donc en jeunesse, on peut plus facilement, entre guillemets, parce qu'il faut pouvoir le faire, il faut qu'on vous le propose, il faut qu'on vous invite, parce qu'en fait on n'entre pas dans des collèges ou des primaires sans demander l'avis des gens en disant « Coucou, je viens de vous parler mes livres, il ne faut pas faire ça, c'est pas du tout une bonne idée ». Mais du coup, on peut facilement faire des interventions scolaires, des ateliers d'écriture, et ça, en théorie, c'est rétribué, parce que c'est du travail. Et donc je pense que c'est... Alors, pas plus simple, mais je pense que c'est possible de vivre parce qu'il y a peut-être plus de choses qui sont anticipées par rapport à ça dans la jeunesse, mais paradoxalement les auteurs jeunesse et les autrices jeunesse sont extrêmement dévalorisés. On considère que la littérature jeunesse ça ne vaut pas grand chose et donc et puis c'est un loisir quoi. Traditionnellement la littérature jeunesse c'est un peu la dame patronesse qui écrit des petites histoires pour éduquer les... Ah bah bien sûr, oui, alors ça c'est la vision du 19e siècle, donc heureusement que ça a changé. Mais par contre, la crédibilité et l'importance qu'on apporte à la littérature jeunesse, je trouve, pourrait encore évoluer. Moi, j'adore la littérature jeunesse, je trouve que c'est... En fait, je trouve que quand on est adulte, on peut découvrir des auteurs et des autrices qu'on aime beaucoup. Et des fois, on a des coups de cœur comme ça, pour des plumes, voilà. Quand on a beaucoup de bol, on se rend compte que la personne en a écrit déjà 25. Et là, on a yes, j'en ai pour l'année. Mais j'ai l'impression... et c'est personnel, que c'est peut-être moins quelque chose qui va vous chavirer entièrement, comme peuvent le faire certains livres jeunesse. Moi, j'ai lu des livres à 5, 7, 8 ans, dont je me souviens encore, et que je pourrais vous raconter. Alors, en général, c'est ceux qui font le plus peur, et c'est ceux qui sont les plus tristes, parce que même si on aimerait bien tous écrire que des histoires très chouettes, avec Boubi le petit cochon, qui est très content et passe une très bonne journée, en fait, les gamins, ils aiment bien lire des histoires horribles,
et ils s'en souviennent, ils sont à fond dedans. Et donc, la littérature jeunesse, pour moi, c'est un truc qui est absolument capital, en fait. Mais comme tout ce qui a trait à la jeunesse, en fait, et me lancez pas sur le salaire des enseignants, parce que ça va vite devenir compliqué, mais enfin, je veux dire, je trouve ça formateur et capital, et d'ouvrir un imaginaire, d'apporter des voyages qu'on fera jamais en vrai, de faire découvrir des mondes, j'allais dire des mondes engloutis, parce que ça y est, je suis repartie en mode jeunesse, hein. Mais non, c'est très très important. Et ensuite, la littérature adulte, pour le coup, on est, de mon expérience, moins facilement rétribué pour les interventions dans les tables rondes, tout ça, même si ça évolue aussi. Mais par contre, on est mieux payé. Les avances sont plus correctes et les pourcentages proposés par défaut, parce qu'après il y a toute une partie de négociation. On entre dans des détails extrêmement poétiques. Mais il y a vraiment une grosse différence entre la manière dont on va traiter les auteurs de jeunesse et la manière dont on va traiter les auteurs et les autrices adultes. Tout comme après, il y a une hiérarchie entre les gens qui écrivent des romans sur la dépression des éditeurs à Saint-Germain-des-Prés et des gens qui vont faire comme moi de la littérature dite de genre, en fait. Tout ce qui est roman noir, polar, c'est pareil, c'est moins... Alors moi, ça me va très bien, hein. Je vais dans des salons polars où je suis ultra bien traitée, où on me sert énormément à boire, parce que comme les auteurs de polar ont la réputation de picoler beaucoup, votre verre est rarement vide. On me donne à manger, tout le monde est gentil, donc non, tout va très bien. Mais de manière plus globale, en termes d'industrie du livre, c'est ce que moi j'ai pu observer. Voilà. Oui, d'ailleurs, les auteurs de polar qui réussissent, généralement, ils changent de catégorie. Ils deviennent des auteurs de littérature blanche. Alors moi, je suis pas complètement certaine de qu'est-ce qu'est le polar. Enfin, si, le polar, il y a un policier. Bon, jusque-là, ça va. Mais c'est quoi la littérature noire? C'est quoi la littérature blanche? C'est un petit peu... Oui. Par exemple, La Deuxième Femme, il a été question de le publier en littérature blanche au début de la prospection, on va dire. Parce que c'était un texte qui, pour le coup, était un petit peu à cheval entre les deux. Moi, je vais être honnête, en général, quand on me dit non, mais ça c'est du thriller, ça c'est du polar, ça c'est de... Oui, d'accord, je ne suis pas contrariante à ce niveau-là. Moi, tant qu'on me lit mes histoires, je suis très contente. Après, ça répond à d'autres critères. En fait, notre libraire pourra vous confirmer qu'à un moment donné, les livres, ça se place sur des tables et puis ça se présente à des clients et des clientes qui eux-mêmes ont certaines cases à cocher dans leur tête parce qu'ils doivent faire un cadeau à telle ou telle personne qui a adoré tel ou tel livre, et puis du coup, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit efficace, puis voilà. Mais il y a des éditeurs qui font même plus la différence entre la littérature blanche et la littérature noire. Hein. Gallmeister, il n'y a plus de différence. Hein. Ah bah oui, mais on s'est parlé, ça ne choque pas du tout. Ils ont raison, parce que je pense qu'effectivement, la littérature noire a un petit peu envahi tout, en fait. A contaminé un petit peu la littérature d'une manière... je trouve que les procédés du polar sont quand même hyper populaires. Ça marche quand même très bien. Oui, puis le roman noir, ça permet d'interroger beaucoup des questions très sociales, en fait. De manière un petit peu plus farfelue, un petit peu plus frontale, mais c'est ultra large. Enfin, il y a des choses... moi j'ai rencontré par exemple Sophie Hénat dans des festivals qui écrit Poulet grillé. Voilà, merci. Qui est une femme très chouette, mais je veux dire, elle, ce qu'elle écrit, c'est pas du tout la même chose que ce que moi j'ai pu faire dans La Deuxième Femme, par exemple, où il n'y a pas la moindre trace d'humour. Il y en a un peu dans les autres, mais dans La Deuxième Femme, il restait une blague à la fin. Et c'était tellement juste, il y avait une blague, on a dit ouais, non, mais oh là là, non, ça fait trop bizarre. Donc on a viré la dernière blague, on s'est dit allez, on va à fond dans la déprime, on y est, de toute façon, il faut, ça se justifie, c'est le propos. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on est parfois voisines sur des festivals et on dédicace ensemble avec des livres qui à part peut-être le fait qu'il y a dedans des policiers, enfin, c'est le jour et la nuit, quoi. Donc c'est pour ça que c'est... Pour moi, de toute façon, toute la littérature, le manga, la BD, c'est aussi de la littérature et de la lecture. Je veux dire, est-ce que le but de tout ça, c'est pas que les gens lisent et que ça leur fasse plaisir de lire et que ce soit un moment de réconfort, de joie, d'évasion, de ce dont vous avez besoin, selon l'humeur, selon le livre que vous trouvez, selon ce qui
qui vous fait vibrer, selon ce que vous allez chercher. Est-ce que vous voulez du feel good? Est-ce que vous voulez quelque chose qui va vous sembler compliqué? Est-ce qu'au contraire vous voulez quelque chose qui va vous sembler très simple? Est-ce que vous voulez un doudou? Moi je relis les mêmes livres à n'en plus pouvoir, surtout quand j'écris, parce que c'est des périodes où j'arrive pas à lire des choses nouvelles, parce que j'ai trop peur de faire l'éponge et du coup d'imiter le style des autres, ou de piquer des idées sans le vouloir. Et donc j'ai des livres doudous que je relis comme ça, des trucs que j'ai lus 20 fois, quoi. Alors que l'offre est tellement pléthorique que je sais que je vais décéder sans avoir lu tout ce que je veux lire. Et en même temps, il y a des moments où, voilà, tout comme maman, on met son gros pyjama, le truc qui est vraiment pas sexy, on est bien dedans, c'est chouette. Et ben la littérature, ça peut être ça. Je vais pas aller jusqu'à dire l'envers de la boîte de céréales, mais après, si on est en train de parler de littérature jeunesse plus particulièrement, moi je pense que tout ce qui donne envie aux gamins de lire est bon à prendre, quoi. Vous continuez à lire de la littérature jeunesse? Ah bah oui, là je suis allée à Montreuil pour la première fois de ma vie. Voilà, premier salon de Montreuil, ça faisait beaucoup d'émotions. Et je me rappelais y être allée quand j'étais petite et je voyais juste des auteurs qui étaient assis et des genoux de gens grands et des livres sur les tables. Et donc là j'étais un peu plus grande, mais c'était à peu près ça, c'était à peu près pareil. Oui, je suis allée dédicacer, j'ai été invitée par le stand de la Ville Brûle, qui est une maison d'édition basée à Montreuil, très chouette, qui fait des livres. Ils n'ont pas un énorme catalogue, mais ils accompagnent très très bien leurs livres et ils font souvent des livres qui énerveraient Jean-Michel Blanquer, par exemple. Et ça, c'est toujours bon à prendre. Qui quoi? Qui énerverait Jean-Michel Blanquer, et ça, c'est toujours bon à prendre. Non, je suis en train d'orienter leur catalogue alors qu'ils m'ont rien demandé. Non, j'ai une très chouette éditrice à la Ville Brûle. Et on a publié là-bas avec un illustrateur qui s'appelle Libon. Les fêtes de Noël approchent, si vous cherchez une idée de BD jeunesse, mais qui peut être aussi très très lue par les adultes, et n'hésitez pas à aller regarder les BD de Libon, qui fait des choses très très drôles. Et donc il a accepté d'illustrer un texte qu'on a publié à la Ville Brûle qui s'appelle Sam et le Mar Total, et en fait, je vous fais le pitch comme on est entre nous, on a du temps. C'est l'histoire de Sam qui vient au jour dans une tribu qui est très très bien organisée parce qu'il y a la tradition. Et là, la tradition, c'est facile, c'est pratique pour organiser les trucs quand même. Notamment pour organiser ce que font les filles et ce que font les garçons. La tradition, il n'y a pas mieux. Et quand ils naissent, tous les enfants se voient attribuer un objet à la naissance. Donc toutes les filles ont un marteau-pal et tous les garçons ont une grosse armure et une bassue pour faire la bagarre. Parce que le travail des garçons, c'est surtout de faire beaucoup la bagarre. Et donc Sam grandit, c'est la fille du chef, elle a des copains, tout va bien. Et puis à un moment donné, elle a 7-8 ans, et son père lui dit bah, écoute, là tu commences à avoir l'âge de raison, comme on dit, et donc tu vas faire ce que font les autres filles. Tu vas aider ta mère, tu vas prendre ton marteau-pal, et puis tu vas aller peigner les boutons, dégonfler les moumoutes, ramasser les flammes et tout ça. Et Sam, en fait, elle n'a pas du tout envie de faire ça, et donc elle se casse. Voilà, ça c'est le début de l'histoire. C'est l'histoire de Sam qui du coup réfléchit à est-ce qu'elle veut vivre dans un endroit où on lui impose des choses, est-ce qu'elle peut changer les choses et pourquoi est-ce qu'on lui impose des trucs qui la rendent malheureuse, enfin, voilà. Et donc c'est aussi une question de se demander on est assigné garçon ou assigné fille, est-ce que ça doit à ce point déterminer tout ce qu'on doit être? Moi je crois énormément en l'acquis, je pense qu'il y a peu de gens qui naissent, enfin je pense que je suis pas généticienne, je suis pas sociologue, donc je dis aussi peut-être rarement des bêtises là, enfin vous me regardez, mais ça se trouve je raconte n'importe quoi. Mais toujours est-il que, à titre personnel, je crois beaucoup en l'acquis et je pense que la manière dont on éduque les enfants, et on n'est jamais seul à éduquer un enfant, il y a toute la classe autour, il y a la société, il y a les pubs qu'ils voient, les films qu'ils consomment. Et donc ces enfants-là, la question c'était de leur dire, si vous n'avez pas envie de faire un truc, d'accord, et surtout si vous voulez vous sentir autorisé de faire autre chose, pourquoi pas. Voilà, et donc Libon a fait des super jolis dessins et on est allé dédicacer ça sur le stand de la Ville. Et l'après-midi, je suis allée chez Nathan parce que j'ai une série jeunesse qui commence chez Nathan qui s'appelle Mystère et pyjama chaussettes et dont les deux héroïnes sont une petite fille qui s'appelle Camille et un fantôme de mamie. En fait, c'est pas sa mamie, juste un jour, elle se réveille et au pied de son lit, il y a un fantôme qui est assis et c'est un fantôme de mamie. En fait, moi je milite pour qu'il y ait davantage de mamies dans la littérature. Je trouve que moi j'ai eu une mamie très très chouette. J'en ai une autre là qui est pas super vaillante mais que j'aime dans mon amour profond. Et je trouve que d'un point de vue féministe, déjà je suis pas d'accord pour que les femmes disparaissent de l'espace public à 50 ans, d'une part. Et surtout d'autre part, je trouve que la mamie en soi c'est un truc très très chouette, c'est très gentil, ça te pince la joue, ça te pince les fesses, ça te fait du gâteau de semoule. Moi je dis vive les mamies et donc j'ai décidé d'en mettre une dans un livre. Et là il y a le deuxième qui va arriver en février. Et voilà, c'est une série chez Nathan et je suis très très contente parce que pour le coup c'est totalement non déprimant.
Et dans mon œuvre, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un mot que j'ai un peu du mal à employer, parce que, voilà, mais dans mon œuvre, c'est assez exceptionnel. Voilà, un livre non déprimé. Donc, et donc, du coup, j'ai complètement oublié la question de départ, parce que c'est ça le problème quand je parle. Oui, je n'arrête jamais. Vous inquiétez pas, tout le monde a oublié la question. Ah si, c'était ce que j'écris. Ben oui, la réponse est oui. Est-ce que... Non, je sais plus. J'étais en impro total. Oui, non, mais du coup, il faut retrouver. Désolée. Parce que vous avez abordé déjà beaucoup de choses. C'est ça l'avantage de manière voilà, détournée. Mais on va peut-être en revenir au sujet de départ, la deuxième femme. Hein, et bon, les thèmes qui sont dans votre œuvre. Il y a un aspect très documentaire dans vos œuvres et on a parfois l'impression que le sujet traité est plus important que l'histoire et les personnages ils viennent illustrer un propos. Donc qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que vous avez envie de traiter un personnage ou est-ce que, enfin, de traiter un thème, ou est-ce que vous avez des idées d'histoire et de personnages et que ça vient illustrer un thème? Non, moi j'ai vraiment des idées d'histoire de personnages. Après, en fait, je trouve ça tellement... je trouve que c'est tellement chance d'être publié, de pouvoir accéder à l'espace public et de pouvoir mettre dans la culture commune des écrits, que je trouverais ça dommage de... Encore une fois, je ne parle que pour moi, mais que je trouverais ça dommage de mettre, par exemple, une autofiction sur comment je trie mes chaussettes. Quoi. C'est un truc qui me parle pas trop. Encore une fois, c'est à titre personnel. J'ai Châteaulogie, là, que vous avez devant vous, au départ, c'est une pièce de théâtre, c'est un seul en scène que j'ai écrit avec en tête déjà une comédienne, donc une jeune femme qui s'appelle Claire. Et Claire, un jour, elle m'a dit, en fait, les mecs qui montent sur scène pour faire des sketchs sur les trottinettes électriques, moi, ça me demande tellement d'énergie de me mettre en public, d'être sur une scène, de déclamer un texte, de tout donner, qu'en fait, si je le fais, autant que ça serve à un propos, quoi. Et voilà, bon, alors j'aime pas non plus les trottinettes électriques, mais son argument pour moi avait énormément de sens. Et là, c'est un peu pareil en fait, c'est-à-dire que tant qu'à écrire des histoires, autant que ce soit des histoires qui portent aussi des questionnements qui m'animent et des valeurs que j'essaye de développer chez moi, parce que moi je me décris comme féministe, mais il y a plein de choses sur lesquelles je suis encore en formation, en éducation, j'essaye de lire, j'essaye de m'enseigner, j'ai pas toutes les réponses, j'ai plein de questions sur la manière dont les gens autour de moi fonctionnent, dont la société autour de moi fonctionne. Et c'est des questions que j'ai vraiment. Ça, pour le coup, c'est pas, je ne me suis pas dit, tiens, je vais me mettre au féminisme parce que ça faisait déjà partie, en fait, des questions qui m'animaient. Enfin, pas des questions qui m'animaient dans le sens... la question m'anime, mais vraiment, j'ai au quotidien, moi, des questions sur comment telle ou telle chose peut se produire, pourquoi ça se produit comme ça. Enfin, voilà. Et donc voilà. Après, il y a aussi une réalité qui est que l'écriture, c'est du travail et qu'on progresse. Et typiquement, le fait de dire, on a un peu des fois l'impression que c'est d'abord le propos et après l'histoire. Moi, je ne relis pas trop mes anciens livres, mais là, récemment, il a fallu que je cherche quelque chose dans le premier, dans Les Ravagés, et j'ai relu quelques pages, je me suis dit que je l'aurais écrit différemment maintenant, et je pense qu'il y a des défauts aussi, et que peut-être le défaut c'est ça, mais le propos, par contre, je regrette vraiment rien, et puis par ailleurs, de manière globale, j'ai aussi une très très bonne éditrice Fleuve, et elle a fait aussi du beau boulot de ça, mais je pense qu'à l'époque, en tout cas, c'était la meilleure version possible. La meilleure version possible du texte. D'ailleurs, vous avez changé d'éditeur pour la deuxième femme. Oui. Vous avez pris un autre éditeur. Il y avait une raison particulière Ah bah oui, c'est qu'au Fleuve, du coup, j'ai proposé un texte et qu'ils n'en voulaient pas, donc du coup, je me suis sentie libre d'aller proposer d'autres textes ailleurs. Et vous travaillez avec, vous avez des relations différentes avec les éditeurs, est-ce qu'il y a une collaboration ou est-ce que vous travaillez vraiment de manière autonome dans votre coin?
De manière autonome. C'est-à-dire qu'il y a des relectures, ils vous C'est moi aident. qui ai tout écrit, oui. Oui, non, mais ils vous aident à orienter certaines choses ou Oui, bien sûr. Bah, alors moi, je travaille, pour l'instant, je travaille qu'avec des éditrices, qu'avec des femmes, avec des éditrices géniales d'ailleurs, donc j'ai énormément de chance. Le rôle d'une éditrice, du coup je vais le mettre au féminin, puisque moi c'est des personnes auxquelles j'y vais faire, pour moi c'est d'aider à faire en sorte que le texte soit publié sous sa meilleure version possible. C'est pour ça que je vous disais, l'écriture, ça progresse aussi, et peut-être qu'une éditrice qui va me rencontrer maintenant, elle arrivera à tirer de moi plus de choses que quelqu'un qui m'aurait rencontré il y a 10 ans, et en plus aurait publié un texte qui lui-même datait d'il y a déjà, et on était à sa version 5, quoi. Parce que le premier roman qui est publié, ça, je pense que ça doit arriver, mais je crois que c'est assez rarissime que ce soit un premier jet de quelqu'un d'inconnu qui sort de nulle part et soudain c'est un carton. Je ne veux pas m'avancer sur les statistiques là, mais parce que c'est relativement rare. Et donc pour le coup, donc moi Les Ravagés, j'avais commencé à l'écrire en 2010, il a été publié en 2016, il avait précédé en 2015, donc j'ai mis pas mal de temps à l'écrire. J'ai pas du tout envoyé le premier jet aux maisons d'édition, parce que ça me semblait pour le coup un peu audacieux, on va dire. Donc je l'ai fait lire à plusieurs personnes, donc pas des milliards non plus, parce que sinon après ça fait trop d'avis, mais je l'ai fait lire à 2 personnes qui m'ont fait des retours extrêmement précieux. J'ai tenu compte de ces retours, j'ai fait une version qui est... Là, je vais dire que c'est une version 2, mais en fait, c'est une version 45.12, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est la version 45.12 qui est partie et qui a été activée chez Fleuve Noir. Et donc, mon éditrice, qui était chez Fleuve Noir à l'époque, qui s'appelle Marie-Eugène, qui est une nana absolument formidable, elle a pris ce texte-là et il a fallu qu'elle en fasse la meilleure version possible. Alors qu'en plus, elle s'adressait à quelqu'un qui portait ce truc et qui le retravaillait, le triturait dans tous les sens depuis 5 ans, quoi. Sachant que le moment où en plus moi je me mets à écrire un texte, c'est un texte qui est déjà, qui tourne déjà un peu, qui turbine déjà depuis un certain temps. Et donc je pense que c'est pas la configuration la plus facile en fait pour une éditrice de récupérer une prime romancière, comme on dit, qui arrive avec un texte qui est pas un monstre de Frankenstein, il faut peut-être pas exagérer, mais vraiment un truc qui a été, on a pris des bouts, coupé d'autres bouts, machin. Et donc il y a un énorme boulot pour être sûr que ce soit le plus fluide possible. Voilà. Et puis après, il y a, alors après si on veut rentrer dans les détails, que je vous dise pas de bêtises et que j'essaye d'oublier personne, mais il y a effectivement l'éditrice qui fait un travail de cohérence, d'orientation, de qu'est-ce que tu veux dire, où est-ce que tu veux aller. Et puis souvent les éditrices, elles ont aussi des collections dans lesquelles les textes doivent s'intégrer. Donc après, ça dépend d'une maison d'édition à l'autre, ce que ça signifie, s'intégrer dans une collection. Est-ce que ça veut dire être vraiment sur le même état d'esprit? Est-ce que ça veut dire traiter du même genre de sujet? Est-ce que ça veut dire avoir le même format? Enfin, ça peut avoir plein de significations différentes. Après, il y a des relectrices. Moi, c'est pareil, j'ai eu affaire qu'à des femmes qui passent pour s'assurer que, par exemple, qu'il n'y a pas un personnage qui sort 4 fois de la pièce dans la même scène. Parce que justement, quand on retravaille beaucoup un texte, c'est le genre de... C'est comme vous, hein, quand vous faites un brouillon d'une lettre officielle ou quoi que ce soit, ou n'importe quoi, et que vous refaites le brouillon 4 fois, alors il faut le laisser reposer pour le relire, parce que sinon, après, il y a forcément des bouts qui vont pas. Et puis après, il y a la correction typographique, orthographique, extrêmement sérieuse. Parce que moi, j'étais très forte en dictée à l'école, mais pas de là à pouvoir faire 0 faute sur 500 pages. Clairement pas. Donc voilà. Et puis après, il y a l'impression et puis la diffusion, mais ça c'est encore tout un autre pan de la chose. Ok. Alors, la deuxième femme, c'est donc un roman sur l'emprise. Je ne sais pas si on a résumé globalement. Est-ce que tout le monde l'a lu? Pour savoir ce que l'a pas lu. D'accord, alors je vais faire attention à ne pas vous raconter trop de trucs. Alors, il ne faut pas raconter trop de trucs, mais il faut juste savoir de quoi ça parle. C'est-à-dire que donc, c'est l'histoire de Sandrine, qui est une jeune femme très, très complexée, qui rencontre un homme dont elle tombe amoureuse. Cet homme a perdu sa première femme qui a disparu.
Et donc, quand le livre commence, la première femme revient. Donc, Sandrine a peur de perdre son homme. Voilà. Et c'est un roman sur l'emprise, hein, c'est-à-dire, l'emprise pour vous, c'est quoi? Alors, vaste sujet. Merci pour le résumé qui laisse de la part. Il ne faut pas en dire trop. Non, mais il faut qu'on en parle aussi mais on peut tout à fait parler du thème sans parler trop du roman, mais on va voir où nous portent vos questions. L'emprise, c'est une relation de pouvoir en fait qui se met en place. Ce que moi je voulais faire avec la deuxième femme, c'était je vous disais tout à l'heure, moi j'ai plein de questions et j'ai pas forcément tout le temps les bonnes réponses. Typiquement, le sujet de l'emprise et de la violence entre conjoints et la violence surtout par conjoint ou par ex-conjoint, j'ai eu moi aussi des très mauvais réflexes. C'est-à-dire que moi j'ai fait partie des gens qui lisaient les faits divers et se disaient mais cette nana-là qui s'est fait assassiner par son ex, ou par son conjoint, pourquoi elle n'est pas partie quoi? C'est quand même pas compliqué. Parce que je pense que c'est un premier réflexe assez répandu. Et ça faisait partie en fait des choses quand j'écrivais Les Ravagés et Les Hordes Invisibles, donc les deux romans policiers sur ma brigade qui fonctionne de manière pas du tout en cohérence avec la réalité, mais qui parlent des violences systémiques faites aux femmes et plus largement aux membres de la communauté LGBTQIA+. J'espère que je n'ai personne. L'idée, en fait, c'était d'essayer justement d'avoir un propos et que ce propos soit le plus documenté possible. Donc j'ai passé énormément de temps à vérifier les histoires de statistiques et tout ça. Et bien sûr, autour de moi, les gens savaient sur quoi je travaillais, surtout quand le premier a été sorti et que tout le monde a vu à peu près quelle était la teneur du projet, comme on dit. Et ensuite, je suis entrée dans une phase de ma vie absolument merveilleuse où les gens m'envoyaient des faits divers horribles. C'est-à-dire que, vous savez, des fois vous vous levez et il y a quelqu'un de proche qui vous a envoyé une petite vidéo de chaton en disant « Tiens, je sais que c'est lundi et que tu as une réunion un peu nulle, je pensais que ça te ferait plaisir, regarde ce petit chaton. » Et là, il y a un chaton, parce que l'Internet est plein de chatons. Et on est bien content de regarder un chaton. Moi, maintenant, des fois, j'ouvre ma boîte mail ou j'ouvre mon téléphone le matin et j'ai vu ça, j'ai pensé à toi, et là, j'ai un fait divers absolument atroce. Il y a des faits divers un peu rigolos, quoi. Parce que pour moi, le fait divers, c'est ça. C'est un camion de raclette qui se crache sur l'autoroute, le conducteur est indemne, hein, bien sûr, et de l'autre côté, un camion de vin blanc, par exemple. Et ils se rencontrent tous les deux sur l'autoroute, et ça fait une raclette géante. Bon, ça, pour moi, c'est un fait divers. Le problème, c'est que toutes les femmes qui sont violentées, sous emprise, assassinées ou passent à ça d'être assassinées par leur conjoint ou par leur ex-conjoint sont aussi classées dans la rubrique fait divers. Ce qui questionne un petit peu la manière dont on traite ce sujet-là en France. Il y a des rédactions qui font un travail très très important pour justement mettre ces violences-là, ces violences systémiques, ces violences de genre à part, les nommer comme elles sont, c'est-à-dire un problème sociétal en fait. On n'est pas les meilleurs à ce niveau-là. L'Espagne a fait un gros boulot sur la violence faite aux femmes, et surtout les violences conjugales. Mais en France, l'approche journalistique de ces violences-là, des violences par conjoint ou par ex-conjoint, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, mais qui au départ n'était pas super. Pas super. L'euphémisme du jour. De l'année presque. Et donc, il y avait énormément de choses qui m'interrogeaient dans ces faits divers-là, alors que j'étais en train de me renseigner pour écrire d'autres histoires. Et tout ce que j'ai accumulé, en fait, de faits divers, et puis à l'intérieur de ces faits divers, la manière dont c'était traité, la place qu'on laissait à la parole de l'homme qui était présumé coupable, pour le coup, parce que quand tout le monde l'avait vu essayer de rouler sur son ex-conjointe avec son 4x4, c'est que la présomption d'innocence est devenu compliqué, quoi. Et en fait, c'est la deuxième femme, c'est pas du tout élégant comme manière d'en parler, mais c'est vraiment une purge de tout ce que j'avais emmagasiné comme fait divers horrible et extrêmement quotidien, qui passe vraiment très très inaperçu. Et c'est sorti sous la forme de cette histoire-là, en fait. J'essaie de remettre mes propos en ordre pour que ce soit clair, pour pas vous dire de bêtises et pour pas... Mais
Typiquement, le fait que, par exemple, tous les articles ivre, virgule, elle lui sert une soupe trop tiède et il la jette par la fenêtre. C'est pas une blague en fait. Enfin, je veux dire, à quel moment c'est drôle qu'on essaie de jeter une femme du 3e étage. Enfin, et puis en fait, c'était pas le problème que la soupe soit tiède, c'était le problème que ça faisait probablement des années qu'elle vivait avec une personne qui estimait qu'elle était supposée, comme par magie, servir de la soupe à la bonne température. Nous, on arrive à la fin de ces histoires-là, en fait. Les faits divers, c'est la fin de ça, c'est la fin du cycle. Mais il y a tout ce qui arrive avant. Et la deuxième femme, c'est une histoire sur la violence avant la violence. Avant la violence que tout le monde va arriver à reconnaître comme étant de la violence. Parce que je vous parlais tout à l'heure de cette espèce d'iceberg des violences systémiques. En fait, il y a énormément de choses. Vous allez dire, par exemple, le viol. Tout le monde va dire, bah non, c'est pas bien. Personne va vous dire, ah bah si, moi je trouve ça sympa. Non, jamais. Et de la même manière, personne ne va vous dire non mais si, assassiner sa femme, il n'y a pas de souci. Parce qu'on est en 2020 et que même s'il y a des gens qui le pensent encore, plus jamais on le dira. Sauf que avant ça, avant ces choses qui vont être, ces actes de violence qui vont être reconnus et dénoncés sans la moindre ambiguïté par tout le monde, mais même des gens, même des hommes politiques eux-mêmes accusés de viol, qui vont prendre la parole en public pour dire c'est inacceptable. Après, il y a tout ce qu'on a, et je ne vais pas utiliser le terme de zone grise, parce qu'en fait, la zone grise, ça n'existe pas. Mais en fait, après, il y a tout un... On parlait du continuum de la violence, tout ce qui vient avant. C'est-à-dire toutes les mains aux fesses, toutes les blagues graveleuses, tout ce qui ressort en fait de la violence sans vraiment être reconnu comme ça. Le harcèlement de rue, par exemple. Si on vous dit, oui, bon, il y a un mec qui m'a sifflé dans la rue, il y a des gens qui vont dire, bah, ça va, c'est pas... Oui, sauf que déjà, quand ça vous arrive 8 fois par jour, en fait, et que du coup, vous avez peur de sortir dans la rue pour aller d'un point A à un point B, que votre comportement change, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Par ailleurs, ce qu'on appelle le harcèlement de rue, c'est aussi une manière de dire aux femmes qu'elles n'ont pas à être dans l'espace public sans homme pour les accompagner et elles n'ont pas à se balader en fait. Elles ont surtout pas à traîner sur place à fumer des clopes, mais elles n'ont pas à se balader et même si elles vont d'un point A à un point B pour le travail ou pour quoi que ce soit, on questionne quand même leur légitimité ici. Donc c'est une manière aussi de leur dire de dégager. Donc c'est pas anodin en fait, c'est pas rien. Et donc du coup je suis de nouveau en train de faire des phrases très longues, mais ce que je veux dire c'est que toutes ces violences-là que moi j'avais organisées mentalement dans cette espèce de pyramide là pour écrire les ravagés et leurs invisibles, j'ai parallèlement constitué un petit peu la même pour tout ce qui relevait de la violence par conjoint ou par ex-conjoint. Et donc dans ces violences-là, il y a cette partie d'emprise. Parce que je vais répondre à cette question. Mais tout à fait, on y est. J'ai l'air d'être repartie là pour 3 quarts d'heure, mais pas du tout. Parce qu'en fait, il n'y a pas, je pense pas, ou alors c'est des gens qui ont des goûts très particuliers et on peut le respecter, mais je pense qu'il n'y a aucun premier rendez-vous qui se termine avec les deux qui s'embrassent et puis le mec qui fout une baigne à la nana et qui dit « Ah, ça m'a fait très plaisir, on se revoit samedi prochain ». Et la nana dit « Oui, ça n'existe pas en fait. La violence dans un couple, c'est pas comme ça que ça s'installe. » Et moi, à avoir ce réflexe de me dire bah, « Là, qu'à partir, c'est quand même pas compliqué », en fait, j'étais complètement dans l'erreur. Mais je me rendais pas compte. Et j'avais ce réflexe que plein de gens peuvent avoir. Et donc, au fur et à mesure que je lisais tous mes faits divers, j'ai commencé à comprendre un peu comment ça se mettait en place, ces mécanismes-là. Et le mécanisme de l'emprise, donc il y a même des psychiatres qui prétendent que c'est physique, en fait. C'est-à-dire que notamment, une des premières étapes des relations toxiques et des relations maltraitantes, ça va être cette alternance entre le froid et le chaud. Quelqu'un qui va vous dire qu'est-ce que t'es belle aujourd'hui, et puis qui 2 minutes après va dire mais tu vas pas sortir habillée comme une pute. Donc c'est une espèce d'alternance comme ça. Et donc il y a une théorie comme quoi cette alternance-là en fait crée une espèce de... Enfin ça disjoncte. Le cerveau ne sait plus en fait. Est-ce qu'il est content, est-ce qu'il n'est pas content, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas. Et donc au bout d'un moment on reste là, bouge plus, fait rien. Parce qu'il peut se passer tellement de choses que on ne sait plus. Et j'avais fait une intervention, on fait un festival organisé par Cosette avec une avocate spécialisée dans les violences faites aux femmes, enfin entre autres, Maître Anaïs Desfosses, et on avait fait un entretien qui était super intéressant. Et elle a expliqué notamment que dans la violence conjugale, enfin, comme on le dit traditionnellement, il y a un cycle en fait. Et donc il y a un cycle de montée en tension, d'explosion de la violence, et puis après ce qu'on appelle la lune de miel, où le type va se faire pardonner. Il va vous dire qu'il ne le refera jamais plus, qu'il vous aime terriblement,
que c'est pour ça qu'il va péter un câble. Alors bien sûr, souvent ça va être mais tu vois quand même ce que tu m'as obligé à faire. Parce que c'est toujours la culpabilisation de la personne en face. Et qu'en fait, le problème, tout est un problème là-dedans, mais le principe de cette violence conjugale, c'est qu'au fur et à mesure, la phase de lune de miel va se restreindre de plus en plus. J'espère que je vous l'explique bien, parce qu'Anaïs était beaucoup plus forte que moi pour expliquer ça de manière claire. Mais que du coup, il n'y aura au bout d'un moment plus de phase de lune de miel, et que ce sera juste une alternance entre les phases de montée en tension et les phases d'explosion de violence. Montée en tension et explosion de violence. Et donc en fait, ça finit par la phase de violence. On vit dans une menace de violence permanente. Et l'emprise, c'est ça. C'est tout ce qu'on met en place mentalement, au point que le jour où on va frapper quelqu'un, cette personne ne va pas répondre, ne va surtout pas répondre physiquement, et va rester là et ne fera rien. C'est ça l'emprise. C'est ce qui garantit que vous allez pouvoir maltraiter quelqu'un et continuer à le maltraiter ou à la maltraiter, parce que statistiquement, c'est des violences d'hommes sur les femmes, sans risquer que cette personne-là se révolte. Parce que le moment où la violence physique survient, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'avant, il y a eu de la violence psychologique, il y a eu des violences sexuelles aussi, bien sûr, parce que quand on est terrifié, quand un homme vous approche, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut avoir des rapports sexuels consentis, avec un consentement conscient et enthousiaste, quoi. Et donc le moment où on arrive à la vraie, entre guillemets, la vraie violence, celle que tout le monde va vous dire comme étant « oh, c'est pas bien », là, cette emprise-là, elle est déjà quasiment totale. Et c'est là-dessus que moi j'ai essayé de... Ce que je voulais essayer de faire, c'était de questionner ce réflexe que j'avais eu, de dire elles ont qu'à se barrer, c'est pas très compliqué. Et essayer de comprendre tout ce qui faisait que j'avais tort de penser ça, et essayer de raconter cette histoire-là, et que ça serve peut-être éventuellement, et là pour le coup c'est vraiment une histoire de propos plus que d'histoire, que ça serve éventuellement à le faire comprendre aux lecteurs et lectrices. C'est d'abord une histoire, pour le coup, parce que j'avais très envie d'être aux côtés de ce personnage-là qui s'appelle Sandrine et j'avais envie de l'accompagner, j'avais envie d'un point de vue narratif de trouver quelque chose qui allait faire qu'on allait être vraiment tout le temps avec elle. Et j'avais envie... Et en plus, c'est pas forcément quelqu'un que je trouve très sympathique. Moi j'écris... Mais ça c'est un truc que j'ai remarqué, hein, vos personnages souvent sont pas très sympathiques au premier abord. Alors par contre lesquels? Parce que Sandrine, je veux bien, mais les alors autres, Sandrine, bon, parce qu'elle est quand même... voilà. Et dans Embrun... Ah oui, voilà. Non mais alors Embrun... Embrun c'est particulier. Ouais. Non, j'aime Embrun, c'est particulier. Embrun, je peux rien répondre. Embrun, oui. Non. Voilà, parce que, bon, c'est fait exprès. Hein. Mais moi, ce que j'ai trouvé bien dans votre traitement, justement, de l'emprise, c'est que, au départ, en tant que lecteur, on est nous-mêmes, comme on a le point de vue de Sandrine qui ne se rend absolument pas compte de ce qui lui arrive, on est nous-mêmes à sous-estimer ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout les mécanismes de l'emprise, on voit juste un mec un petit peu, un petit peu trop dominant. Oui, mais alors ce qui est intéressant en fait, c'est que la deuxième femme, je sais qu'on est en train de vous en dire beaucoup, mais il reste des choses à découvrir. Je suis très mauvaise pour ça, pour faire les teasings et tout. Non, mais lisez-le chez Emplin, je suis vraiment... Non, mais ça, c'est le genre aussi. Oui, non, mais bien sûr. On ne peut rien dire. Si on peut en parler, il faut en dire. Oui, c'est ça. Ou alors on fait des mimes. Et comme en plus c'est enregistré qu'en audio, ça va être super efficace. C'est ça. Non, effectivement, Sandrine, elle est spéciale. Elle est dans le déni. Enfin, au départ, elle est complètement dans le déni. Non, mais en fait, je suis en train de réfléchir à deux choses. La première, c'est que je pense rétrospectivement que si j'avais anticipé qu'on allait autant parler du passé de Sandrine, et parce que Sandrine vient d'une famille où elle n'a pas été particulièrement aimée et surtout elle n'a pas été particulièrement bien traitée. Et on sait qu'en fait, ça c'est pareil, c'est des études qui montrent qu'un enfant qui a été vraiment très encouragé et soutenu quand il était petit va être en gros plus à même d'affronter l'adversité. Sans aller jusqu'aux nourrissons qui se laissent mourir si on ne les câline pas, s'ils n'ont pas de tendresse et si on ne fait que les nourrir et à s'occuper de leurs besoins vitaux sans leur procurer de l'affection. Après, il a été prouvé que plus on est élevé de manière aimante, on va dire, même si ce mot peut regrouper énormément de choses, plus ça donne des enfants qui ont confiance en eux et qui donc seront plus capables de se dire
mais j'aime pas avoir mal, j'aime pas qu'on soit méchant et je mérite pas que ça m'arrive, alors je vais partir, je vais faire quelque chose qui soit se défend en fait. Et c'est vrai que Sandrine, j'ai un peu chargé la mule, pas volontairement. Moi, ça me paraissait. En fait, Sandrine, c'est un personnage, mais tous mes personnages sont comme ça, c'est-à-dire que quand ils arrivent et quand je commence à les écrire, ils existent déjà. Enfin, je sais qu'ils n'existent pas, je leur parle dans ma salle de bain, tout va bien. Mais ce que je veux dire, c'est que mon processus d'écriture, c'est très très chic de dire ça, mon processus d'écriture, c'est que quand je me mets à écrire, en général, tout est déjà à peu près là. Ça a mouliné, et quand je me mets à coucher ça sur le papier, c'est... Je pense que dire rapide, ce serait peut-être un peu osé, mais je sais déjà où je vais. Et Sandrine, elle existait avec ce passé-là, et avec ce père-là, et cette mère-là. Et j'ai pas dévié de ma route, et rétrospectivement, peut-être que c'était un tort. Après, c'est aussi dit dans le livre que malheureuse en tant qu'enfant ou pas malheureuse, une femme peut tout à fait être victime d'emprise et peut tout à fait se retrouver dans une relation toxique qui dégénère vers la violence. C'est pas du tout une histoire de milieu socio-culturel, c'est pas du tout une histoire de revenus, c'est pas une histoire de... La violence contre les femmes touche toutes les femmes, et il y a des femmes qui sont des femmes indépendantes, brillantes, magnifiques, qui ont des professions, je sais pas, qui sont juges, qui sont avocates, qui sont aussi elles-mêmes victimes d'emprise et dans des relations violentes. Où elles subissent de la violence, excusez-moi. C'est pas des relations violentes, genre en mode « une relation comme ça, c'est super ». Non, des relations où elles subissent de la violence. Et du coup, c'est dit aussi dans le livre, mais rétrospectivement, peut-être que... Mais en même temps, Sandrine existait comme ça quand j'ai commencé à l'écrire. Elle était comme ça, avec cette famille-là, et tout ça a été cohérent pour moi. Donc voilà. Mais rétrospectivement, peut-être que c'était... Voilà. Et il y avait un deuxième point auquel m'avait fait penser votre question, et bien sûr, je l'ai lamentablement oublié. La question, c'était Qu'est-ce que c'était? Qui suis Ah oui, c'est ça. C'est le QCM, le milieu de parcours. C'était sur... C'est la nature des personnages. Oui, des personnages antipathiques. Oui, les personnages antipathiques. La construction des personnages. Merci. Moi, je ne trouve pas si antipathique que ça. Non, En fait, elle est... Non, c'est pas ça. Mais... Elle est antipathique avec elle-même au départ. Oui, elle est antipathique avec elle-même. Et ça y est, merci beaucoup, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Quel travail d'équipe, merci à toutes aujourd'hui. Toutes les moins de Sylvain, puisqu'il est parti. Ça y est, c'est ça. Mais alors, je ne reproche rien à Sylvain. Que ce soit très clair. Et d'ailleurs, c'est on the record. Sylvain pourra réécouter et savoir que je ne lui reproche rien. C'est ça, c'est que... est-ce que vous connaissez ce film Jusqu'à la garde? Oui. Alors, Jusqu'à la garde, si vous ne l'avez pas vu, j'ai une mémoire des noms vraiment pathétique. Donc, j'ai oublié le nom du réalisateur, mais c'est un film avec Emma Drucker et Léa Drucker. Ce qui est bien, c'est que je vous dis que je suis nulle avec les prénoms, et après, je vous fais une démo en live. C'est-à-dire que vous pouvez assister à quel point ça ne me vient pas naturellement. Bref, avec deux acteurs qui sont deux très très bons acteurs, et donc c'est un film qui commence par la séparation d'un couple. Donc dès le début, on est dans le cabinet de la juge aux affaires familiales, je pense, et elle évoque les allégations de violence qu'a apporté à son attention le personnage de Léa Drucker. Merci. Mais il s'étend finalement assez peu là-dessus. La séparation est prononcée, et ce film va plutôt parler ensuite de la manière dont la vie s'organise après cette séparation, comment le couple se sépare, comment les enfants sont partagés, où est-ce qu'ils vont le week-end, en semaine. Et en fait, ce film-là, que j'ai trouvé extraordinaire, donc j'essaie de ne pas trop vous en dire, mais essayez de le voir, essayez de ne pas le voir seul un dimanche de novembre si vous êtes un peu déprimé. Juste, voilà, ou préparez-vous un bon chocolat chaud ou un truc, voilà. Mais j'avais trouvé ce film incroyable parce que, en fait, plein de gens m'avaient dit « Ah ben à ce moment-là, je me suis dit que... » Et notamment, il y a quelqu'un qui m'a dit « C'est fou, à la fin, il y a un twist final. » Et en fait, pour lui, le twist final, c'était le moment où on voyait une violence immédiatement reconnaissable. Un truc vraiment où personne ne pouvait voir ça et se dire « Tout va bien. » Il y a une scène à la fin qui est très dure, enfin, pas une scène, il y a toute une séquence qui est très très dure.
Et cette personne-là me disait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de... Et je l'ai regardé comme ça, mais t'es sérieux? Enfin, rien ne va dans le comportement de cet homme, du départ. Enfin, je veux dire, t'as un petit doute au moment de la prononciation du jugement, parce que tu te dis, bah, elle parle de violence, puis finalement, là, elle en parle plus devant la juge, elle laisse tomber, ils passent un peu tous par-dessus ce truc-là, par-dessus cette chose-là, comme si finalement ça n'avait pas trop d'importance. Mais ensuite, quand tu vois l'homme se comporter, tu sens. Et justement, la question, c'était en tant que femme. Et moi, en tant que femme, donc identifiée comme femme dans le domaine public, quand je sors dans la rue, donc femme cisgenre, identifiée femme, moi, cette menace de violence, je l'ai ressentie très très tôt. Et d'ailleurs, je pense que l'acteur joue extrêmement bien pour ça. Et la deuxième femme, c'est pareil. Ça veut dire que moi, j'ai fait lire ce texte à une jeune femme de ma connaissance, qui est donc plutôt très au fait de qu'est-ce que c'est que le consentement, comment est-ce qu'on gère sa vie, qu'est-ce qu'on a le droit d'attendre pour soi en termes de respect, en termes de... Voilà. Et donc il y a environ 10 ans de mon coin, et elle a lu ça, et à la deuxième page, elle m'a dit, lui là, c'est un connard. Parce qu'il y avait un détail, un tout petit truc, où elle a dit, mais c'est pas possible, tu fais pas ça. Et il y a des gens qui arrivent, pas à l'avant-dernier chapitre, c'est un petit peu exagéré, mais à la moitié du bouquin, en se disant, ah bah, j'étais très surpris quand j'ai vu que finalement... Et donc c'est vraiment une question de lecture. Et ma petite ambition, ce serait qu'une fois que les gens ont lu ce livre, enfin les gens qui ont mis du temps à voir les signes, repartent du début et relisent ces signes différemment. Parce que j'espère en tout cas que ça peut aussi permettre de se rendre compte que cette violence-là, un peu diffuse et vraiment qui crée une espèce de menace sourde et permanente, elle commence pas, encore une fois, je commence à me répéter, c'est pour ça qu'il faut que je fasse des phrases pas trop longues, elle commence bien avant la violence physique. Oui, justement, dans le film Jusqu'à la gare, il y a l'enfant. Et l'enfant dit des choses et a une attitude aussi, mais que personne ne regarde. Oui. On ne l'écoute pas et on ne le regarde pas. Et rien que si on l'avait écouté et regardé, on aurait pu voir qu'il y avait quand même une violence latente. Dans la deuxième femme aussi, d'ailleurs, il y a un enfant qui voit tout, qui absorbe tout. Il y a un petit garçon qui s'appelle Mathias et qui est extrêmement discret. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir, mais moi j'ai fait partie des enfants qui n'étaient pas du tout discrets en grandissant. Et enfin, il faut pas le savoir, mais peut-être vous pouviez commencer à vous en douter, là, je sais pas. Et donc pour moi, les enfants très très discrets, c'était des enfants qui étaient tristes. Alors j'espère que mes parents n'écouteront jamais cet enregistrement parce que je pense qu'ils ont suffisamment soupé avec ma joyeuseté, quoi. Mais effectivement, pour moi, l'enfance, c'est faire du bruit, être content, rigoler, voir des copains. Et c'est vrai que j'avais cette idée des enfants qui sont au fond de la classe, puis qu'on n'entend jamais, et quand on connaît les statistiques des enfants qui sont issus de foyers où justement il y a des dynamiques de violence, ou les statistiques sur l'inceste, on se rend compte qu'en fait, ces enfants-là, ils ont vraiment des choses à dire en fait. Ils auraient des choses à dire pour peu qu'on puisse les écouter et qu'on puisse les mettre dans une situation où leurs paroles seraient reçues de telle manière que ça leur couperait pas la parole justement, qu'ils arriveraient à aller jusqu'au bout de ce qu'ils veulent dire. Et c'est vrai que dans Jusqu'à la garde, alors encore une fois j'essaie de pas trop vous en dévoiler, mais il y a l'attitude de cet enfant qui est à observer vraiment de très très près, la manière dont il essaye de faire tampon entre ses parents aussi, qui est pas forcément celle qu'un enfant de parents séparés communs, on va dire, parce que le divorce c'est très commun, aurait. Il y a quelque chose où on se demande, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose en plus? Et vous avez complètement raison de souligner ça. Pour qui veut bien le voir, l'attitude de cet enfant est vachement importante. Alors que l'aînée, elle est sur le départ. Enfin ça, on le sait, elle a décidé de s'extraire de cette histoire de toute façon. Et s'il vous plaît, comment est-ce que vous expliquez justement qu'il y ait des femmes, comme par exemple vous, qui soyez plus sensibles à ces détails et que ça va faire ticter des choses qui ne sont pas vraiment acceptables, et que d'autres femmes vont être... Alors, je vais mettre le cocon, enfin, c'est pas une image, mais vont se laisser abuser, ne vont pas être sensibles à ces petits signes qui devraient leur mettre un petit peu, les avertir, leur signaler qu'il y a un danger,
Pourquoi est-ce que certaines le voient, pourquoi non? Pourquoi quelquefois on se voit la face aussi? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'en pense? C'est une question très très importante et je ne veux pas vous dire de bêtises. Non, mais c'est pas une question de bêtises, Non, c'est juste un ressenti. Alors, en termes de ressenti, déjà, moi, oui, je suis très vigilante, mais ça se trouve, demain, je tombe très 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 amoureuse de quelqu'un et ça m'aveugle complètement. Et quand je rouvre les yeux, il est trop tard, il se passe des trucs qui ne devraient pas se passer, mais je sais pas, on a acheté un appartement ensemble, j'ai 25 ans de crédit immobilier sur les épaules, on a un enfant en route, il y a plein de choses qui font que je me dis que je ne peux pas partir. Et puis, j'ose pas en parler à ma famille parce que j'ai honte. Parce que je me dis, comment je me suis laissée embarquer dans un truc comme ça? J'ai très très honte. Et pourtant, ma famille est très bienveillante et je pense que je pourrais aller voir avec n'importe quel genre de problème. Et jamais ils me laisseraient dehors. C'est pas ça la question. Parce qu'en plus, moi, je fais partie des gens très très privilégiés qui peuvent s'appuyer sur leur famille. Mais déjà, la première... alors, si ça peut répondre en partie à votre question, la première étape de tout ça, c'est l'isolement. Encore une fois, il y a plein de livres très très intéressants sur le sujet et moi je suis ni policière, ni sociologue, ni psychiatre, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais ce que j'ai compris moi de cette problématique-là, c'est que d'abord il y a de l'isolement. L'isolement il est plus facile à créer chez les femmes, ne serait-ce que parce qu'il y a des dynamiques économiques à l'œuvre. Il n'y a pas longtemps pour la marche de Nous Toutes, il y avait une pancarte que j'ai vue après tourner sur Twitter qui disait le féminisme sans anticapitalisme, c'est du développement personnel. Et on peut discuter de cette assertion-là. Ce qui est vrai, c'est que dans le système actuel capitaliste, donc je ne vous apprends rien, c'est davantage les femmes qui vont avoir pas des boulots pénibles, parce que les hommes continuent à avoir des boulots pénibles, mais par exemple cumuler plein de tiers-temps, cumuler des mi-temps, travailler le matin de 8 à 10 et puis après de 15 à 19, devoir se déplacer énormément pour aller faire quelques heures de ménage, parce que la manière dont on veut inciter à la reprise à l'emploi dans ce pays, c'est aussi forcer les gens à aller faire des ménages dans des usines de produits toxiques, alors qu'en fait ils vont gagner moins là qu'avec des indemnités pour lesquelles ils ont cotisé, puisqu'encore une fois, parenthèse utile, l'assurance chômage n'est pas une charité, mais une assurance. Enfin, elle l'était, là ça va changer. Je vais pas partir là-dessus. Excusez-moi, désolée. Toujours est-il que il y a une réalité économique qui fait que les femmes peuvent plus facilement se retrouver dans des situations de précarité, parce que par exemple il y a davantage de mères célibataires que de pères célibataires. Et quand on a un enfant dans la balance, on va moins se dire c'est pas grave, je vais dormir dans ma voiture pendant 2 semaines, je me casse. C'est moins facile. Enfin, je veux dire, on a une autre personne en responsabilité. Après, je me demande, et peut-être que vous aurez tout un avis là-dessus, est-ce que c'est générationnel? Moi, je pense que quand on est victime, entre guillemets, ça c'est une chose. On peut effectivement être très amoureuse pour des raisons X ou Y, mais quand on regarde, par exemple, on parlait tout à l'heure de la démarche de lectrice. Quand vous disiez, il y a des lectrices, moi je vais vous avouer que je ne l'avais pas vu venir au départ, parce que il me paraissait juste un peu, comment dire, peut-être un peu intense. Voilà, on va dire ça, ou possessif. Et vous, votre amie, qui est plus jeune, tout de suite, à la première page, elle a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est qu'on n'a pas non plus la même éducation, le même rapport au consentement. C'est vrai. On n'a pas, enfin, je veux dire, ça, c'est toute une éducation au consentement. Quand on voit actuellement le nombre de personnes qui sont mises en cause dans des histoires d'agression sexuelle ou de viol et qui ont l'air tout à fait sincères quand ils disent « mais je n'ai rien fait », mais c'est parce que je crois qu'ils ne savent même pas ce que c'est que le consentement. Alors, c'est une assez mauvaise nouvelle, mais si... Non, mais ça change. Non, alors, il y a plein de... Alors, juste sur ce que vous venez de dire en particulier, il y a des études qui prouvent que les hommes sont tout à fait, encore une fois, majoritairement ce sont les hommes dont on parle, qui sont tout à fait capables de comprendre le non, et qui sont tout à fait aussi capables de comprendre les signaux non-verbaux. Ils décident de ne pas en tenir compte, ils comprennent très bien le non, mais juste ils s'en foutent en fait. Et c'est toujours très compliqué d'inverser des exemples pour pouvoir avoir un discours simple, mais là en l'occurrence c'est assez possible. C'est-à-dire qu'il suffit de comparer avec un type hétérosexuel, donc un homme cisgenre hétérosexuel, donc né dans un corps d'homme et attiré par des femmes,
qui auraient à recevoir les avances d'un autre type qui, lui, pour le coup, serait homosexuel. Dans ces cas-là, les mecs, ils arrivent très très bien à comprendre qu'on les drague et ils arrivent très très bien de manière verbale et non verbale à dire non. Donc le principe du refus, ils le voient, ils peuvent l'éprouver aussi. Voilà, donc c'était la mauvaise nouvelle. Je dis pas que ils peuvent pas. Je pense qu'ils sont tout à fait. Enfin, je pense qu'ils ne voient pas parce qu'ils refusent de le voir qu'il n'y a pas de consentement. Mais parce qu'ils pensent que oui, ils veulent, ils prennent, c'est tout. Enfin, oui, voilà. mais du coup, ça veut dire qu'ils savent qu'ils sont Ah oui, en train de prendre. Donc ils savent qu'il n'y a pas de consentement. Mais quand ils se défendent. Ah oui, mais ça, après, c'est la défense, ça c'est encore autre chose. Non, mais je veux dire, le consentement, pour eux, ça n'existe pas. Alors, c'est pas nécessaire. Il y a plusieurs choses. Déjà, tout à l'heure, là, vous disiez, ce personnage-là, il est possessif. Déjà, moi, la possessivité, on ne va pas se faire une espèce de psychanalyse de bazar tous ensemble, mais pour moi, rien que le mot possessivité, ça veut dire que je suis supposée appartenir à quelqu'un. J'appartiens à moi-même. Je suis suffisamment compliquée à gérer par moi-même et pour moi-même. Je ne vais pas mettre quelqu'un en cogestion. La possessivité, c'est l'extrême de ce qu'on appelle en fait c'est tout ce qu'on nous a vendu aussi. Tout à l'heure, on disait on n'est jamais seul à éduquer un enfant, et c'est vrai. C'est-à-dire qu'on arrive là en 2020, on continue à voir des comédies romantiques où c'est parfaitement ok de plaquer une nana contre un mur pour l'embrasser sauvagement. Et bien sûr que quand on regarde ça, on est tellement habitué à trouver ça que oui, il y a un petit truc de ah mais ça doit être quand même. Alors qu'en fait, l'éducation au consentement, ce serait juste s'arrêter et dire est-ce que je peux plaquer contre le mur ? J'ai très envie de plaquer contre le mur. Et ben vous rigolez, mais en fait, là, la nouvelle génération le font. est en train de tester ce genre de choses. Plus sexy, du coup. Et alors, à titre personnel, je pense qu'on se dit tout la carte sur table, moi je trouve ça extrêmement érotique. Quelqu'un qui va s'informer de mon consentement, qui va me parler et qui va me dire au fur et à mesure j'ai très envie de faire ça, j'ai très envie de faire ça, mais parce que aussi moi je fonctionne beaucoup avec le langage et que comme ça ne vous aura pas échappé, et que le fait d'avoir, mais c'est du dirty talk en fait, c'est genre je vais te faire ça, est-ce que tu es d'accord ? Je suis désolée, pour moi ça relève un petit peu de l'érotisme quand même. Mais après, encore une fois, de toute façon, sur l'érotisme en soi on peut pas dire grand chose parce que la sexualité et ce qui va déclencher l'envie, c'est quelque chose de tellement subjectif et de tellement personnel. Moi, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, c'est vraiment chacun son truc tant qu'on est entre adultes majeurs et consentants, justement, mais vraiment consentants, un consentement verbal, positif et affirmé. J'ai éclairé, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Excusez-moi, dans certains films aussi où on voit la dame qui dit non, 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 non. Et donc, oui, et puis après elle dit oui, 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 oui. Mais ça c'est très très compliqué. Il y a une où on dit qu'une femme quand elle dit non, en fait elle veut dire oui. Donc je trouve que ça, effectivement ça brouille les codes. Absolument. Mais ça a déjà beaucoup vieilli ça. Alors ça a déjà beaucoup vieilli, mais ça reste une bonne remarque, ça infuse. Et puis les enfants d'aujourd'hui ils sont éduqués par des gens qui voilà. Qui ont eux grandi avec ce genre de choses que nous on commence à trouver un petit peu datées, mais que eux ont intégré. On peut essayer de se mettre à jour autant qu'on veut. Enfin, on est quand même de sa génération. Là, moi, je vais avoir 40 ans. Je sais qu'il y a des choses que j'ai vues ou entendues qui ne se produisent plus maintenant, et tant mieux, ou qui au contraire sont en train de revenir et c'est un peu dommage. Enfin, bref. Mais non, bien sûr, il y a cette espèce de. Mais encore une fois, là, on est arrivé au stade où tout le monde commence à faire des campagnes non, c'est non. Et c'est très bien. Ce qui serait pas mal aussi, c'est qu'on passe au niveau d'après, qui est tant que ce n'est pas oui, c'est non. Ça, c'est un consentement, un vrai consentement, enthousiaste, éclairé. C'est oui, j'ai envie de ça, je veux qu'il se passe ça, je veux que tu fasses ceci, ou moi j'ai envie de te faire cela. Et donc, c'est pareil, c'est-à-dire que ça évolue, tout ça, ça bouge, mais le nombre d'années qu'il a fallu pour qu'on puisse commencer à voir des trucs des campagnes d'affichage non c'est non, ou alors dans le métro c'est la faute du harceleur, c'est pas la tienne, c'est pas parce que t'as une jupe que tu mérites qu'on te palpe les fesses entre deux arrêts de bus, voilà. Le temps qu'il a fallu pour arriver là, et malheureusement c'est toujours pas suffisant. Et oui, cette antienne du non qui veut dire oui, c'est terrible parce que c'est tellement incrusté en nous, quoi. Oui. Après, pour répondre à la question, je pense que la lecture de textes comme les vôtres, ou comme d'autres, ou l'écoute de podcasts, ou en fait tout ce qui se communique aujourd'hui, permet aussi d'être sensibilisé aux
déclics qui se mettent en place au début d'une entrée. Je reviens au début de la question. C'est habile, merci. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, justement, les nouvelles générations dont on parle beaucoup plus facilement de ce sujet-là, c'est plus un tabou. On n'a plus honte de se dire qu'une relation normale, elle est sur un consentement éclairé, qu'on peut se dire les choses et qu'on n'appartient à personne et que ça, on peut le dire. Moi, j'ai une fille adolescente, ça fait partie des conversations qu'on a, de dire attention, une relation entre deux, il faut écouter la petite voix. Et je pense que dans toute relation, il y a un moment donné, comme quand on lit votre nom, moi très rapidement, j'avais une petite voix qui me disait il y a un truc qui va pas bien, il y a un truc qui est pas normal. Après, la petite voix, elle arrive plus ou moins tôt, selon comment on a été éduqué à cette petite voix et à en tenir compte. Et ça, je crois que c'est lié à l'éducation et c'est lié à l'éducation qu'on nous donne ou qu'on apprend, qu'on rencontre dans notre vie. Oui, bien sûr. Après, moi, je pense que c'est compliqué de parler de sexualité à son propre enfant. Je pense que, idéalement, il faudrait que ce soit comme ça, mais que des fois, ça peut être pas mal d'avoir quelqu'un qui prenne le relais. Et j'étais en train de me documenter pour complètement autre chose. Et en fait, depuis... c'est dans la loi. Depuis un certain temps, je crois que c'est 2003, que les enfants à partir de la primaire doivent avoir 3 séances d'éducation, pas d'éducation sexuelle, d'éducation à la sexualité, chaque année. Donc chaque année, 3 sessions dédiées, et il y avait un documentaire sur France Culture, là, il n'y a pas longtemps. Et moi, je connais quelques intervenants qui sont professionnels justement de ces questions-là, qui font pas mal d'interventions chez les scolaires. Et donc, ce serait justement le moment de parler de mettre en perspective ce qu'on peut consommer, ce qu'on peut voir quand on consomme du porno mainstream, de discuter justement de qu'est-ce que c'est que le consentement, de discuter pas uniquement de la reproduction, mais de tout ce qui peut être lié. Voilà, c'est ça, vraiment de l'éveil à la sexualité, quoi. Je sais pas combien de gens qui ont 25 ans maintenant, par exemple, ont eu ces 3 séances, je sais pas. Vraiment, il faudrait voir. Après, avec encore une fois, les budgets de l'éducation nationale, et on va pas partir là-dessus. Mais je pense que ça fait partie des choses capitales qui sont complètement laissées de côté, malgré la bonne volonté des acteurs et des actrices de terrain, quoi. Et ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que oui, il y a de moins en moins de tabous, et oui, la jeune génération parle, peut s'éduquer, et Internet, Internet c'est le mal, mais Internet c'est vachement bien aussi pour poser des questions, pour avoir du soutien, pour rencontrer des gens qui vont vous aider. Enfin, je veux dire, c'est très humain Internet, c'est tout ce qu'on en fait, donc c'est aussi un marigot putride parce qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas, mais c'est aussi un canal d'accès important, je pense, pour des gens qui justement n'ont pas dans leur entourage de personnes auxquelles ils peuvent poser ce genre de questions. Et c'est pour ça que justement il faudrait que ces questions soient anticipées et bien gérées. Mais ensuite il y a autre chose, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui va être compliqué à occulter complètement, c'est-à-dire que ça a été théorisé dans les années 90, c'est-à-dire que depuis en fait les avancées des droits des femmes des années 70, il y a ce qu'on appelle un backlash, donc une espèce de retour de bâton. Je ne sais plus qui a théorisé ça, est-ce que c'est Andrea Dworkin? Je crois que je dis des bêtises, je crois que c'est pas elle. Toujours est-il que ce principe du backlash, donc du retour de bâton, c'est genre, il y a un élastique, et puis on a tiré comme ça, et puis IVG, et puis droit de vote, et puis vient l'entrée pour reconnu, et puis là on est dans une phase, on est plutôt genre, ouais, bon, les gonzesses, vous êtes gentils, mais vous ne payez pas l'entrée en boîte de nuit, donc peut-être, voilà, restez calme. Et le problème, c'est que là on a quand même des hommes politiques qui sont accusés de viol, d'agression sexuelle. Il y a quand même eu, alors moi j'ai pas regardé, mais apparemment il y a eu une interview d'un candidat très récent, là, donc Éric Zemmour, pour ne pas le citer. Le type est accusé d'agression sexuelle, c'est un non-sujet, on ne lui a pas posé la question. Enfin, là, il y a le MeToo politique, c'est des actrices de la vie politique française qui militent pour que quand un homme a été reconnu coupable de violences sexuelles, il ne soit plus, il ne puisse plus être élu de la République. Je veux dire, oui.
Oui, tout comme quelqu'un qui a piqué dans les caisses, ou tout comme est supposément inéligible, et tout comme quelqu'un qui, en théorie, qui a été condamné pour injure incitant à la haine raciale, devrait en théorie être aussi inéligible. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si tu détermines que la République c'est ci, ça, ça et ça, tu n'élis pas des gens qui sont supposés la représenter et l'incarner, qui sont à l'opposé de ces valeurs-là. Il y a un truc de logique qui, moi, c'est peut-être mon côté stupide, hein, en fait, je ne comprends pas. Et donc, non, il y a effectivement... Et puis il y a toujours cette histoire c'est-à-dire que, typiquement, là, moi, j'ai vu des photos de Poivre d'Arvor qui faisaient des interventions scolaires pour expliquer ce que c'était le journalisme. Donc, on ne fait pas ce genre d'intervention pour des maternelles. C'est quoi? C'est au moins des CE2. Arrêtez-moi si je dis bêtises, je suis très très jeune en âge de classe. Mais au moins des CE2. Des gamins qui sont capables de comprendre qu'est-ce que c'est la presse écrite, par exemple. Donc des gamins qui entendent les actualités chez eux et puis qui voient à peu près. Et donc ça, ils l'ont entendu à un moment donné, que ce type-là a été accusé d'avoir violé des femmes. Et là, il débarque et il parle de journalisme. Je veux dire, oui, présomption d'innocence. Après, il a dit que personne ne voulait que tout le monde l'accusait à visage couvert, excusez-moi. Donc il y a une jeune femme qui l'a accusé à visage très découvert et il a dit que... alors, au départ, il y en avait une, il y a eu Florence Forcet, il y en a eu 3 autres qui sont arrivés et là ils sont en train de compléter la liste. Hein. Là, il y en a une vingtaine au dernier recensement. Et donc voilà, et ce type-là continue à avoir une présence médiatique et publique. Et donc, je ne suis pas en train de dire, dès qu'un homme est accusé d'avoir commis des faits comme cela, il faut qu'il soit mis en prison sans procès, sans rien, pas du tout mon propos. Par contre, ce que je suis en train de dire, c'est que là, on est en train de discuter ensemble de la manière dont la nouvelle génération peut comprendre et s'approprier des messages d'autonomie corporelle, de droit au respect, de droit en tant que fille, ou en tout cas en tant que personne identifiée comme fille, à être en sécurité. Être en sécurité dans la rue, être en sécurité à l'école, être en sécurité à la fac, être en sécurité au boulot, à ne pas se faire harceler par son prof, par son patron, harceler, agresser. Et si des gens extrêmement médiatiques continuent à vivre comme si de rien n'était et à être documentés comme tels, je pense que ça envoie un message très contraire à ce qu'on essaye de faire en fait. C'est-à-dire qu'on banalise et puis que c'est pas si grave que ça. Exactement. Ils sont toujours médiatisés, etc. Oui, c'est ça. Et puis en plus, alors, mais ça, encore une fois, c'est très personnel, c'est qu'on dit, oui, mais on me traîne dans la fange, le tribunal médiatique, non. Bon. Oui, non, ça ne doit pas être très, très agréable, j'en conviens. En même temps, il ne fallait pas violer des gens. Hein. Voilà, d'une part. Et ensuite, et j'ai pas envie de démarrer cette discussion-là forcément, mais tout ça, c'est la cancel culture. Personne n'est cancel. Je veux dire, Patrick Poivre, vous n'allez pas me dire qu'il est à la rue, là. Il est millionnaire, ce type. Peut-être qu'il peut rester discret 3 mois, quoi. Le temps d'une instruction, le temps de... Parce que c'est... Alors pour moi, à un niveau différent, c'est la même chose que harceler des filles qui se baladent dans l'espace public. C'est une espèce de démarche qui vise à dire « tais-toi, taisez-vous toutes. Je suis là, j'existe, j'ai le droit, mais toi, tais-toi. » C'est comme ça que je le perçois. C'est pas une analyse de haut vol sociologique ou du tout. Hein. C'est comme ça que moi je le ressens. C'est-à-dire que se défendre, c'est une chose et c'est légitime. Mais avoir comme ça droit à un accès à l'espace public inaltéré par tous ces événements, pour moi c'est extrêmement violent pour les femmes qui ont réussi à les porter plainte. Et puis après, il y a cette idée qu'elles font ça pour de l'argent, elles font ça pour l'attention. Vous connaissez, vous, les noms des personnes qui ont accusé Bill Cosby, par exemple? Est-ce que vous les avez vus devenir stars de cinéma ou est-ce que vous les avez entendu dire qu'elles étaient devenues millionnaires? Non. Jamais une femme ne porte plainte pour ce genre de truc, pour se faire connaître, ou se faire mousser, ou se faire de l'argent. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est des procédures, quand on arrive à avoir une procédure, parce qu'il y a des non-lieux, c'est des procédures extrêmement dures à vivre. Elles, pour le coup, elles sont vraiment ostracisées.
des petites créatrices de YouTube qui ont 22 ans et qui gagnent le RSA, elles prennent des risques quand elles prennent la parole. Enfin bref, je ne vais pas repartir là-dessus parce que c'est pas forcément le sujet, mais on est en train de parler, quand on parle d'un système, ça aussi, ça en fait partie. D'ailleurs, vous l'abordez, je reviens sur la deuxième femme, cette question-là de la place de l'homme et de la défense et tout ça. On voit les mécanismes d'emprise, mais on voit aussi les mécanismes de défense de l'homme et de comment il met en place tout un système qui le protège. Oui, et puis ils se protègent entre hommes. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, il y a une espèce de solidarité comme ça, très... Mais c'est ça, en fait, que les féministes dénoncent. C'est-à-dire que, enfin, entre autres, parce que le féminisme, c'est un mouvement politique, et donc, comme tout le monde politique, on n'est pas tous d'accord, et puis des fois, on se tape dessus. Bon, bref. Et c'est ça qui fait la portée et la vie d'un mouvement et d'une idéologie. C'est le fait de travailler tout ensemble et de réfléchir tout ensemble à ce qu'on veut, et puis avoir, au final, un objectif commun. Mais, oui, il y a cette idée de cette parole publique qui est spoliée par 50 types, quoi. Alors souvent, j'ai pas cité de nom, mais souvent c'est ceux qui ont des émissions sur le service public qui leur permettent d'expliquer à quel point ils ne peuvent plus rien dire. Vous les reconnaîtrez facilement. Il y a une vraie mainmise de la parole publique et de la parole médiatique chez des hommes, majoritairement blancs, majoritairement plus de 50 ans, on va dire. Je suis généreuse parce que le PPD là, il commence à être un peu tanné. Hein. Et il y a aussi cette espèce d'entre-soi culturel où tout le monde est un petit peu pote, ils s'invitent dans les émissions les uns des autres, ils co-signent des livres ensemble. Et en même temps, ça, je vous apprends rien, hein, c'est pareil, c'est pas moi qui ai théorisé ça, c'est le principe de l'oligarchie, il y a des sociologues qui en parlent très bien. Voilà. Mais nécessairement, en reproduisant, en perpétuant un état de fait, parce que le but de ces gens, c'est que les choses ne changent le moins possible. Parce que pour un dominant, l'égalité, c'est forcément une oppression. C'est pas de moi. C'est-à-dire que pour un dominant qui a en fait à peu près tout ce qu'il veut, l'égalité, c'est-à-dire l'accès d'autres personnes à son niveau à lui, ou la répartition de son pouvoir, c'est nécessairement quelque chose qui va lui ôter quelque chose. Donc c'est une oppression. Mais bon, il y a un gros gâteau, on pourrait partager, quoi. Ça y est, en fait, c'est l'heure de goûter, je commence à avoir faim. Oui. S'il vous plaît, je voudrais revenir là, à ce que vous disiez là, au tout début du livre, et ce qui peut interpeller, ce qui ne peut pas interpeller. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très important parce que je pense que c'est à ce moment-là que le drame se joue, en fait. Qu'il y a un signal qui n'est pas perçu, mais est-ce que ce signal pourrait être perçu par quelqu'un d'autre qui avertit vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai le sentiment que ces femmes-là, c'est pas tout péjoratif, les femmes qui sont sous emprise pourraient à un moment donné être aidées par quelqu'un qui leur dit mais fais attention, il y a un danger et elles le savent. Et est-ce qu'elles accepteraient? Non. Est-ce qu'elles accepteraient qu'on leur dise Je sais pas, je suis navrée. Non, mais c'est... Non, mais c'est un cheminement personnel. Oui, c'est ça, j'adorerais pouvoir vous dire, si, il y a une formule magique et la voilà, et si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, voilà comment l'aider. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on le voit? Alors, il y a un chiffre qui moi m'avait marqué, alors j'ai pas trouvé l'équivalent en France, c'est un autre souci. Il y a plein de chiffres que je cherche sur les violences faites aux femmes, que j'arrive à trouver pour le Canada ou pour les USA et pas pour la France. Donc ça c'est un peu, ça traduit aussi un petit peu un problème pour moi. Mais en tout cas au moment où moi j'avais écrit La deuxième femme, donc entre 2018 et 2019, j'avais cherché et je n'avais pas trouvé, mais je sais que aux USA, une femme qui quitte une relation abusive le fait au bout de 7 tentatives en moyenne. 7 tentatives, ça veut dire 7 fois où cette personne elle va essayer de partir. Et donc,
ma réponse, ça va être une réponse plus globale, qui est on a un problème de comment est-ce qu'on reçoit la parole des femmes. Là, récemment, il y a eu un scandale d'un capitaine de gendarmerie, je crois, qui lui-même avait été condamné pour violence conjugale et qui, aux surprises, n'accueillait pas super bien les nanas qui venaient expliquer que leur mec les menaçait ou les violait ou leur tapait dessus. C'est une grosse surprise, effectivement. Il y a un enjeu extrêmement politique autour de la manière dont la police fonctionne, autour de la manière dont la police est formée, autour de la manière dont on finance les structures et les associations qui aident ces femmes et souvent leurs enfants à s'extraire de foyers violents. Et donc la réponse est très politique. D'un point de vue plus personnel, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un échange sur Twitter. Donc vraiment, en termes de sociologie, ça ne vaut pas grand-chose. Mais je vous donne l'info, si ça peut vous intéresser. Il y a quelqu'un qui disait, si jamais vous avez été dans une relation violente ou toxique, qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'on vous dise pour aider ? C'est ça. Et bien, la réponse majoritaire qui ressortait, c'était être là. Ça veut dire continuer à dire je suis là, si tu as besoin, je suis là, si tu as besoin, je suis là. Même quelqu'un qui ne va pas vous donner de nouvelles pendant 6 mois, vous envoyez un texto par semaine en disant je pense à toi, j'espère que ça va, je suis là. Parce que je crois, et là par contre c'est vraiment, c'est pas sur aucune étude, rien, c'est mon opinion. Je crois que tant qu'une femme n'a pas vraiment décidé de partir, elle n'est pas capable de partir, elle ne va pas arriver à partir, c'est trop compliqué. Il n'y a pas assez de structure, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de facilités mises en place, il n'y a pas assez de repérage, il n'y a pas assez de... pour que ce soit simple, quoi. Et donc, c'est pour ça que je vous dis fil Twitter, et ça me navre un peu que ma réponse ce soit un fil Twitter, parce que c'est quand même un peu pauvre. J'en suis consciente. Mais du coup, c'était ça. C'était dire... voilà. Et j'en ai rediscuté il n'y a pas très longtemps. Si, je suis désolée, je ne voulais pas tout vous interrompre, mais parce que ça revient au moment où je vous en parle. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a raconté, quelqu'un que je connaissais au préalable, mais je ne savais pas ça sur cette personne, qui m'a raconté qu'elle était dans une relation toxique, qui commençait à évoluer tranquillement vers une violence psychologique et qui potentiellement aurait un jour, je pense, découlé sur de la violence physique. Et elle a une personne proche qui est dans une relation toxique, et sa démarche à elle, parce qu'elle est un peu passée par là, c'est de parler d'elle-même. De dire, tu sais, moi quand j'étais avec machin, tu te rappelles ce type que j'ai quitté parce qu'il était quand même vraiment ultra violent psychologiquement et que ça allait pas. Et quand son ami lui raconte des trucs, dire ouais, ça me rappelle un peu ce que faisait machin, parce que voilà. Donc d'être dans une espèce de voilà, pas, mais en même temps on n'en a pas toutes, et c'est heureux. Traverser une relation toxique et ou violente, et on n'a pas toute cette légitimité-là. C'est ça le problème, c'est que quand soi-même on n'est pas du tout dans ce contexte-là, mais qu'on voit, il y a des signaux qui disent attention, la fille elle est en train de... ça va pas, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas bon. On n'a aucune légitimité pour dire écoute, ton mec il y a un problème, quoi, il est pas bon, ça va mal se passer. Pourquoi? Mais t'en sais rien. Pourquoi est-ce que tu dis ça? T'en sais rien. Après, on sent que, voilà, personne ne peut écrire l'avenir, et puis il y a aussi des je suis un peu l'avocat du diable là, mais oui. Il y a des hommes aussi qui sont socialisés à être pas du tout dans l'empathie, pas du tout dans la conversation, et qui du coup vont vous sembler ouais, mais non, parce que j'allais dire, mais ça se trouve, il est pas comme ça quand il est tout seul avec elle, mais ça, c'est un argument d'agresseur, en fait. Vous voyez comme c'est compliqué à déconstruire un discours... C'est exactement ça. Non, mais idéalement, j'aimerais bien vous dire, il y a telle structure qui travaille, je sais pas, conjointement avec le planning familial, ou je sais pas, ou vous pourriez l'envoyer, ou je sais pas, mais vous pouvez pas aller voir son ou sa gynéco par exemple et lui dire surveiller tel signe, c'est pas possible, c'est ultra intrusif, donc ou vous pouvez pas appeler les flics de manière préventive, surtout quand on voit comment ça se passe certaines fois, enfin c'est très compliqué. Il existe quand même, à savoir, il existe des centres et des ressources. Pour avoir travaillé avec ces centres, à Cergy, il y a la Maison des femmes
Oui, pardon, bien sûr, oui. Une vraie ressource. Je pas un tableau très noir de tout ça, mais... Non, mais qui est une vraie ressource. Il n'y en a pas tant que ça. Les planèques familiales dans le Val d'Oise a fermé, donc il n'existe plus. On fait partie des seuls départements où il n'y en a plus. Donc il existe quand même des ressources. Il existe la Maison des femmes à Saint-Christophe, Serge et Saint-Christophe, qui a une multitude de propositions pour accompagner les adolescents, les jeunes adultes, les adultes qui sont face à des violences psychologiques, physiques, mais qui font aussi de la sensibilisation, qui vont dans les collèges, qui ont vraiment, et pas très loin, du côté de Colombes, il y a le centre Sainte-Hubertine qui est aussi sur toutes ces thématiques-là de sensibilisation à la question des droits des femmes, à la question des violences, des violences systémiques. Donc il existe des ressources. Peut-être que c'est effectivement entre le fait d'être là, c'est-à-dire d'être là prêt à être, parce que les mécanismes d'emprise isolent. Et en fait, le problème, c'est que quand on se retrouve tout seul et qu'on n'a plus de ressources, on n'ose plus savoir qu'il y a quelqu'un qui reste là et qui dit, même quand tu seras vraiment très éloigné, je suis là. Et un texto, ça rattrape. Et puis après ça, il y a ces centres-là où du coup, il y a des ressources. Mais c'est extrêmement compliqué. Pour avoir discuté avec, justement, à Serge Saint-Christophe, la Maison des femmes, les enjeux de quand on quitte, quand on part, quand on est dans une urgence, la question des papiers, la question de l'identité, la question de ne pas être attaqué en diffamation, d'avoir des preuves, d'avoir des traces, c'est extrêmement lourd et très peu de femmes, effectivement, quand on dit 7 tentatives, c'est parce qu'en fait très peu de femmes peuvent partir comme ça du jour au lendemain sur des ça demande une préparation. L'isolement économique, c'est une réalité. Hein. Il y a aussi un numéro d'urgence qui est le 3919, normalement, qui est supposé être là pour les femmes en danger, mais que je pense que vous pouvez tout à fait... D'ailleurs, je crois qu'il est géré aussi par la... Il a failli être privatisé. Ouais. Et toujours géré par la Fondation des femmes aussi. Ouais. Donc 3919, et globalement vous pouvez appeler les structures pour... Oui, mais merci beaucoup, parce que c'est vrai que je peins un tableau très très sombre de tout ça. Il y a des acteurs et des actrices de terrain très très engagés qui font un boulot incroyable. Le planning aussi qui fait du repérage, la Fondation des femmes, et qui en plus essaye de communiquer aussi avec les très jeunes femmes et les très jeunes filles. Parce que récemment, on s'est rendu compte, je ne vais pas vous donner les chiffres parce que je ne les ai pas du tout en tête, et là je suis sûre de vous dire des bêtises, mais qu'en fait, toutes les campagnes contre la violence dite conjugale, en fait, les jeunes filles ne se sentent pas concernées. Le message leur passe parce qu'elles ne s'identifient pas comme ça. Elles ne sont pas des femmes déjà, et puis elles sont... Ah si, bien sûr, voilà. À 15 ans, bien sûr, on est une femme, pas de problème. Mais elle ne s'identifie pas comme ça. Et puis femme battue, pour elle, c'est pas la même chose. Et il y a un très très bon outil aussi qui est assez disponible, qui est disponible sur Internet, qui est le violentomètre. Et ça, c'est vraiment très très précieux. Il m'en restait chez moi, j'aurais dû en apporter. Qui est un outil très très précieux en fait, qui est une espèce de petite règle graduée. Et ça va du moins pire au plus pire en termes de violence en fait. Mais c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a toute une partie verte en bas, et puis après on monte vers le orange, enfin vers le rouge. Et ce qui est très intéressant avec cet outil, c'est que la partie verte, c'est des choses qui justement peuvent sembler des choses un peu genre « Ah mais c'est romantique, oh mais il est juste possessif ». C'est-à-dire, il veut les codes de mon téléphone, il m'interdit d'envoyer des textos à d'autres garçons, il veut pas que j'ai des copains hommes. Je vous dis des exemples qui me sont comme ça parce que je le connais pas par cœur, mais ça pour le coup, c'est le genre de petites choses qu'on peut laisser traîner. Il y a des numéros d'urgence justement qui sont aussi imprimés dessus, et ça c'est pas mal parce qu'il y a des choses qui vont, si on les lit la partie verte indépendamment de tout, on va se dire oh, de la même manière, hein, parce qu'on a toutes et tous ce genre d'affect. Mais le voir sur un outil et voir que ça existe et que c'est et pour le coup dans la deuxième femme, ça fait partie des choses qui sont, il y a une liste comme ça. Moi je me suis inspirée de ce genre d'outil pour à un moment donné reprendre, donc je l'ai pas repris tel quel, je l'ai retravaillé. Mais pour reprendre comme ça les questionnaires qui en théorie peuvent être un outil pour arriver à comprendre qu'on est victime, mais en fait rien que ça, c'est très compliqué. Enfin, moi, en termes d'orgueil, je détesterais de me dire ça. Je suis victime de ceci, je suis victime de cela, rien que le mot, il y a des gens qui ont du mal avec ça, et ça peut se comprendre, quoi. Il y a tellement
des soucis sémantiques, politiques, d'accès aux soins, d'information. C'est très vaste. Mais merci beaucoup pour ces suggestions. Catherine, tu as une question? Oui, simplement pour compléter, pour l'aide à apporter, il y a la présence et dire qu'on est là. Et il y a aussi le fait d'accompagner ces femmes, si ce sont des amis ou des connaissances, de les accompagner au commissariat, de les accompagner, d'être présent réellement avec elles. Parce que l'idée, c'est aussi que c'est difficile d'aller témoigner, c'est difficile même d'aller dans les associations. Oui. C'est difficile de faire ce travail-là tout seul. Et si Absolument. ces femmes-là, elles savent que quelqu'un peut les accompagner, éventuellement les recevoir, alors ça c'est un stade dessus, bien sûr. quand vraiment la personne doit s'en aller, et en particulier avec les enfants, si c'est possible de recevoir. Tout à fait. Sachant que ce n'est pas facile, parce que quand on a affaire à un conjoint violent, le conjoint violent peut rechercher la Oui, surveille voilà. très fort. Ouais. Mais ne serait-ce que d'accompagner pour aller chercher si elles veulent aller porter plainte. Oui, ou s'assurer qu'on prend leur plainte aussi. S'assurer qu'on prend leur plainte. Et si on refuse de prendre leur plainte, ce qui en théorie ne devrait pas être le cas, mais arrive encore, on peut porter plainte de manière spontanée vous m'interrompez si je dis une bêtise, en adressant un courrier au procureur de la République. Non, maintenant on peut le faire même par internet. Et on peut le faire par contre par internet. Là, j'ai pas vu comment ça fonctionne. Non, en fait, ça fait partie des listes où justement on peut porter plainte en ligne sur plein de sujets. Il y a des sujets où c'est marqué qu'il faut se déplacer au commissariat. Ah d'accord. Bon. Sinon, c'est le procureur. Moi, j'ai vu ça la semaine dernière. Non, je pense que le numéro, le 3919 est plus opérationnel. Alors 3919, de toute façon, pour avoir des idées de comment est-ce qu'on peut procéder, mais oui, je pense que... Sur les commissariats où il y a une écoute plus attentive. Oui, alors ça se trouve sur internet, hein. Tout comme on trouve des listes de soignants bienveillants, on trouve des listes de commissariats où il ne faut surtout pas aller, et d'autres où on peut se rendre... Ouais, non, mais je sais, mais c'est terrible, quoi. Ah bah celui qui est dans le livre, là, il faut y aller. Hein, oui, la brigade, là, ils sont vraiment ils sont très sympathiques, très impliqués. C'est un peu le problème. Ils sont bien. Des personnages de policiers, ça n'existe pas. Alors, ils sont même extrêmement cultivés. Hein, ils font une bataille de œufs de main au début, des ravagés. J'étais quand même très étonnée, on se croirait dans le masque et la plume. Tout à fait. Non, effectivement, c'est totalement improbable, mais voilà, moi j'écris, et des fois j'aime bien écrire un peu des espèces d'univers fantasmés comme ça, où tous les policiers et toutes les policières de France et de Navarre seraient formés au continuum de la violence. Et voilà. Oh, il faut bien se faire plaisir quand même de temps en temps. Ouais, Et du coup, vous en avez rencontré des policiers quand vous écrivez? Est-ce que vous avez été... Non, parce qu'encore une fois... Moi, ce qui m'intéressait, j'avais une histoire en tête, mais je voulais raconter. Il y avait un propos. Le propos et l'histoire étaient très très liés. Et en fait, pour moi, c'était pas si important que ça que la manière dont je décrivais le fonctionnement de la brigade soit en phase avec la réalité, en fait. Parce que pour moi, c'était pas un roman policier, en fait. Parce qu'il y a des auteurs, pour avoir rencontré différents auteurs, il y a des auteurs qui construisent leur histoire avec beaucoup de recherche, beaucoup de travail sur la construction. Et je sais que d'autres, qui semblent votre cas, sont plus sur des personnages qui conduisent leur histoire, qui vivent leur vie et qui aboutissent à un récit. Et c'est vrai que... Alors, en fait, c'est les deux. Les deux en général. C'est parce qu'en fait, je construis énormément, mais à un moment donné, en tout cas pour les ravagés, les hordes invisibles, j'avais besoin pour dérouler mon histoire que ça fonctionne comme ça. Et donc je me suis dit, ok, en même temps, pourquoi est-ce que je serais... tout le monde écrit des trucs farfelus, pourquoi je m'embêterais si c'est ce que j'ai besoin de faire pour la raconter. Et donc, en l'occurrence, les ravagés, et aussi les hordes invisibles, je crois, commence par un avertissement disant, attention, ça ne se passe pas du tout comme ça dans la vraie vie. Et parce que je prétends pas du tout faire un portrait de la police telle qu'elle existe, telle qu'elle existait en 2015, hein, donc, et même 2010, si on prend quand est-ce que j'ai commencé à écrire Les Ravagés. Donc non, c'est pas du tout mon propos. Moi, mon propos, c'est vraiment de me servir d'histoire et justement de personnages pour incarner des problématiques sociales et discuter. Là, en l'occurrence, la brigade, ils discutent entre eux, ils sont pas forcément d'accord, ils sont tous très gentils, parce que j'aimerais bien que tout le monde soit très gentil en fait. Mais globalement, ils sont pas tous d'accord, ils sont pas tous au même stade de sensibilisation. Enfin, voilà. Mais non, mais c'est pour ça que je le dis. Non, mais ceci dit, c'est crédible, hein, fictive. C'est quand même très crédible, hein, c'est pas non plus Oui, mais par complètement exemple, farfelu. au niveau des moyens qui
qui sont alloués au commissariat, enfin à la police en général, c'est-à-dire le manque de voitures, ou alors chaque service a un nombre de voitures, mais des voitures qui ne fonctionnent pas, des vieux PC, des choses comme ça c'est quelque chose qui est réel, puisque dans beaucoup de commissariats, justement, les rouspètes ne sont même pas au top à ce niveau-là, quoi. Ils ont du matériel un peu obsolète. Oui, mais de toute façon, je pense que la fonction publique est pas un truc qui a été ultra valorisé ces dernières années, décennies. Ah bon Non, je sais. Oh là là, heureusement qu'on est assis, parce que sinon on aurait pu tous tomber de nos chaises là. Mais non, bien sûr. Et puis après, encore une fois, ça veut dire que ça dépend, parce que moi j'ai aussi, enfin ça dépend. Non, ça dépend pas. Notre politique de moyens alloués au service public est désastreuse. Mais par contre, il y a des initiatives. Par contre, je crois que c'est à Clichy-sous-Bois ou Clichy-la-Garenne, il y a une commissaire qui est arrivée et qui voulait justement former spécialement toutes ces équipes à recevoir les plaintes des violences et agressions sexuelles et des femmes qui étaient victimes de violences par les conjoints. Donc il y a des initiatives, locales, ponctuelles. Encore une fois, il y a plein d'acteurs et d'actrices sur le terrain qui sont extrêmement impliqués, et souvent c'est des gens qui sont bénévoles en plus, donc c'est quand même... Donc, si on s'avance vers la fin, soutenez les associations, donnez au planning familial, donnez à la Fondation des femmes, et soyez gentils avec votre prochain. La conjonction qui tue, c'est à l'approche de Noël en fait. Et aimez-vous tous les uns les autres. Oui. Voilà. Et je voulais juste vous demander, est-ce que le tome 3 va sortir alors le tome 3... J'ai cru voir que c'était dans les tuyaux. Ah, vous êtes extrêmement attentifs, parce que je l'ai... Oui, c'est ça. Je l'ai pas dit beaucoup. C'était dans les... Vous avez trouvé Vous avez trouvé la plainte en ligne? Non, je viens de Attendez. contact à risque, donc pas... Et ben heureusement qu'on a tout été très sages et qu'on a gardé nos masques. Excusez-moi, Mais non, mais nous sommes en pleine pandémie mondiale, donc vous faites bien de nous en informer. c'est parce que c'est la première fois que je reçois ça. Ah bah oui, Un petit moment de... Bah non, mais comme ça, vous êtes informés. Non, mais je comprends. Mais ça, c'est... Pas du tout. Je comprends tout à fait. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'étais pas contente du tout. Et on a toutes gardé nos masques. Et si je vous dis pas de bêtises, si on avait toutes nos masques, genre la chance qu'on se contamine les unes les autres est à 5% seulement. Et en plus, voilà. Donc, on va sortir, on va s'en sortir. et donc, pour répondre à votre question, le tome 3 existe, mais en fait, là, il y a trop de temps qui est passé entre le 2 et le 3. Donc là, ça devient un petit peu compliqué de publier. Donc... écoutez, le plan, en fait, c'est que je devienne extrêmement célèbre au point qu'on publie tout et n'importe quoi de ce que j'écris. Donc c'est mon objectif 2022, pardon, parce que là 2021 c'est un peu tard. Et du coup, on fera le tome 3 et Alex et Marco. Voilà, je deviens très célèbre. Ok, bah très bon plan. La littérature.